Chapitre 19. Un nouveau soupçon. Nous ne pûmes en dire davantage. À cet instant, le docteur Reilly entra. Le médecin et le détective s'engagèrent dans une discussion d'ordre plus ou moins médical sur l'état psychologique et mental d'un auteur de lettres anonymes. Le docteur Reilly cita quelques cas rencontrés dans l'exercice de sa profession et M. Poirot raconta plusieurs affaires de ce genre qu'il avait dû démêler. C'est moins simple qu'on ne le croit habituellement, acheva-t-il. Le coupable agit par besoin de domination ou encore sous l'influence d'un complexe d'infériorité. Le docteur Reilly approuva. Voilà pourquoi l'auteur de lettres anonymes est souvent la personne que l'on soupçonne le moins. Par exemple, une petite fille inoffensive à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, arborant toutes les apparences et la douceur et la résignation chrétienne, mais consumée intérieurement d'une flamme infernale. Insinueriez-vous par là que Mrs. Lenner souffrait d'un complexe d'infériorité? Le docteur Reilly vida sa pipe en ricanant. C'était la dernière femme sur terre à qui j'eusse attribué cette faiblesse. Chez elle, aucune contrainte. De la vie, encore de la vie et toujours de la vie. Voilà ce qu'elle cherchait et obtenait. Psychologiquement parlant, aurait-elle, selon vous, pu écrire ces lettres? Je le crois. Mais si elle l'a fait, c'était dans le dessein de se poser en héroïne de tragédie. Dans le privé, Mrs. Lenner se considérait un peu comme une star de cinéma. Il lui fallait constamment se tenir au premier plan, sous le feu des projecteurs. Suivant la loi des contrastes, elle épousa le professeur Lenner, l'homme le plus tranquille et le plus modeste de ma connaissance. Il l'adorait, mais l'adoration au coin du feu ne suffisait point à sa femme. Elle voulait, de surcroît, jouer le rôle de l'héroïne persécutée. Autrement dit, prononça Poirot en souriant, vous rejetez l'hypothèse du mari selon laquelle la femme aurait écrit elle-même ses lettres dans un état de somnambulisme. Ah, non. Mais il m'était difficile de contredire un homme venant de perdre une épouse bien-aimée et de lui jeter à la face que cette femme n'était qu'une vulgaire menteuse et qu'elle avait failli le faire devenir fou d'inquiétude pour satisfaire ses instincts de comédienne. Il serait en effet imprudent de révéler à un mari la vérité sur les agissements de sa femme. Le plus drôle, c'est que je n'hésiterai nullement à dénoncer les torts du mari devant une épouse. Une femme reconnaît volontiers qu'un homme est un propre à rien, un escroc, un opiomane, un coquin et même un ignoble pourceau, sans que pour autant ces accusations diminuent d'un iota son affection envers le coupable. Les femmes sont des réalistes en diable. Franchement, docteur Reilly, quelle est votre opinion sur Mrs. Lenner? Le médecin se rejeta sur le dossier de sa chaise et, lentement, tira sur sa pipe. Franchement, votre question m'embarrasse. Je connaissais trop peu cette femme. Elle avait un charme incontestable, beaucoup d'intelligence et de compréhension. Quoi encore? Ni sensuelle, ni paresseuse, ni vaniteuse. Elle n'était pas entachée des vices ordinaires à son sexe. Je l'ai toujours prise, sans aucune preuve du reste, pour une fieffée menteuse. Je me demande si elle me mentait à elle-même ou aux autres. J'ai personnellement un faible pour les menteuses. Pour moi, une femme qui ne ment jamais est un être dépourvu d'imagination et de sensibilité. Je ne crois pas qu'elle courait après les hommes. Elle prenait plutôt plaisir à les réduire à sa merci. Si vous abordiez ce sujet devant ma fille, nous avons déjà eu cet avantage, répondit Poirot en esquissant un sourire.
s'exclama le docteur Reilly. Elle n'a pas perdu de temps. Elle n'a pas dû l'épargner, j'imagine. La jeune génération n'a aucun respect envers les morts. À cheval sur les principes, elle condamne sans appel la moralité de ses aînés et érige pour elle-même un code très élastique. Si Mrs. Lenner avait entretenu une douzaine d'intrigues, Sheila l'eût approuvé de vivre sa vie ou d'obéir à sa nature. Mais ma fille ne voyait pas que Mrs. Lenner suivait, en réalité, son tempérament. Le chat obéit à son instinct quand il joue avec la souris. Il est ainsi fait. Les hommes ne sont pas des gamins qu'il faille protéger contre les ruses féminines. Tôt ou tard, ils rencontreront des femmes, certaines au caractère félin, d'autres fidèles comme des épagnols, d'autres encore perruches autoritaires et braillardes qui ne leur accorderont pas une minute de répit. La vie est un champ de bataille et non une partie de plaisir. J'aimerais avoir Sheila descendre de ses grands chevaux et admettre, en toute franchise, qu'elle haïssait Mrs. Lenner pour des raisons toutes personnelles. Sheila, la seule jeune fille de l'endroit, se figure de tous les jeunes hommes doivent tomber à ses pieds. Elle est naturellement humiliée de constater qu'une femme d'âge mûr et comptant 2 maris à son actif se mette sur les rangs et la batte sur son propre terrain. Sheila est, au demeurant, une charmante fillette, débordante de santé et, disons-le, assez jolie et séduisante. Mais Mrs. Lenner sortait de l'ordinaire. Elle possédait cette beauté fatale qui conquiert le cœur de tous les hommes, telle une belle dame sans merci. Je sursautai sur mon siège. Quelle coïncidence! Le jeune Coleman n'avait-il pas lui-même fait cette comparaison? Si je ne suis pas indiscret, votre fille éprouve peut-être quelque tendresse pour un des jeunes gens de l'expédition. Oh, je ne pense pas. Elle a bien eu comme danseur le jeune Coleman et Amott. Je ne saurais dire vers lequel vont ses préférences. Il y a aussi 2 aviateurs. Les prétendants ne manquent pas. Elle n'a que l'embarras du choix. Mais ce qui la rend furieuse, c'est de voir une femme à l'automne de la vie triompher de sa jeunesse. Elle n'a pas, certes, mon expérience des hommes. À mon âge, on apprécie à sa juste valeur un teint d'écolière, un regard clair et un jeune corps souple et robuste. Mais une femme, passée la trentaine, sait prêter une oreille complaisante aux propos des jeunes gens et placer, çà et là, un compliment les rehaussant dans leur propre estime. Comment résisterait-il à ces flatteries? Sheila est jolie, mais Louise Lehner était réellement une belle femme, aux yeux magnifiques et aux cheveux d'or. Oui, pensai-je en mon fort intérieur, cet homme a raison. La beauté est un bienfait des dieux. Mrs. Lehner dégageait un charme dont on ne pouvait être jaloux. On se contentait de l'admirer. Au premier abord, j'ai eu l'impression que, pour cette femme, j'aurais fait n'importe quoi. Toutefois, ce soir-là, pendant que le docteur Reilly me reconduisait en auto à Tel Harija, il m'a offert un dîner auparavant, 1 ou 2 détails gênants me revinrent à la mémoire. Je n'avais pas prêté créance aux racontars injurieux de Sheila Reilly, les considérant comme inspirés par la haine et le dépit. À présent, je me rappelais que Mrs. Lenner avait insisté pour sortir seule l'après-midi et refuser ma compagnie. Malgré moi, je me demandais si, après tout, elle n'était pas allée rejoindre Mr. Carey. La politesse exagérée dont ils usaient l'un envers l'autre à la maison me semblait pour le moins bizarre, étant donné que les autres membres de l'expédition s'appelaient par leur prénom. Ils évitaient toujours de le regarder en face. Peut-être
parce qu'il ne l'aimait pas, ou pour la raison contraire. J'essayais de bannir ces pensées de mon esprit, voilà maintenant que je me mettais toutes sortes de choses en tête. Tout cela par suite d'une colère de gamine. Preuve indiscutable des ravages qu'on peut provoquer en répétant de telles calomnies. Mrs. Lenners n'était pas du tout ce type de femme. Bien sûr, elle n'éprouvait aucune sympathie pour Sheila Reilly. Ce jour-là, au déjeuner, elle avait même lancé des pointes à émote au sujet de la jeune fille. Cette drôle de façon dont il avait de regarder. Impossible de deviner le fond de sa pensée. Jamais, d'ailleurs, on ne savait ce qui se passait par la tête de Mr. Emmet. Il était si calme, si aimable, un homme sur qui on pouvait compter. Quant à Mr. Coleman, c'était un vrai hurluberlu. J'en étais là de mes réflexions lorsque nous arrivâmes à Tel Harijam. Il était 9 heures précises et la porte cochère était fermée à clé pour la nuit. Ibrahim se précipita vers moi et ouvrit la porte à l'aide d'une énorme clé pour me livrer passage. À Tel Harija, on se couchait de bonne heure. Aucune lumière dans la salle commune. Une lampe brûlait dans l'atelier des architectes et une autre dans le bureau du professeur Lenners. Mais presque toutes les autres fenêtres étaient plongées dans l'obscurité. Chacun, ce soir-là, avait dû se retirer encore plus tôt que de coutume. En passant devant la salle de dessin, pour me rendre à ma chambre, je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Mr. Carey, en manche de chemise, travaillait, penché sur un plan d'importante dimension. Il me parut bien malade, las et souffrant. J'en ressentis une pénible impression. Impossible d'analyser Mr. Carey. On ne pouvait le juger d'après ses paroles, parce qu'il parlait très rarement, et de choses banales et de façons d'agir demeuraient discrètes. Cependant, cet homme s'imposait à votre attention, et jamais il ne vous laissait indifférent. Tournant la tête, il m'aperçut. Il tira sa pipe de sa bouche. « Eh bien, mademoiselle, voilà de retour d'Azanieh ?»« Oui, monsieur Carey. Vous travaillez tard. Ce soir, il me semble. Tout le monde est allé se coucher. » J'ai cru devoir continuer ma besogne, légèrement en retard. Demain, nous retournons aux fouilles. Déjà ? Demandai-je, scandalisée. Il me regarda d'un air bizarre. C'est le mieux que nous ayons à faire. J'en ai touché un mot à Ledner. Demain, il passera la journée à Azanieh pour accomplir certaines formalités. Nous autres, nous reprenons notre vie quotidienne. À quoi bon demeurer ici en train de se regarder ? Raisonnement très judicieux, étant donné l'état de nervosité de chacun. D'un sens, je vous approuve, lui dis-je. Le travail vous fait oublier bien des choses. L'enterrement, je le savais, devait avoir lieu le surlendemain. De nouveau, il s'était replongé dans son travail. Je ne saurais en expliquer la raison, mais mon cœur se serrait à la vue de cet homme. J'étais convaincue qu'il allait passer là une nuit blanche. « Désireriez-vous prendre un somnifère, monsieur Carey ?» lui demandai-je d'une voix hésitante. Il secoua la tête en souriant. « Merci, mademoiselle. Je peux très bien m'en passer. C'est là une mauvaise habitude. »« Eh bien, bonne nuit, monsieur Carey. Si je puis vous rendre un service... »« Oh, pas la peine, mademoiselle. Merci. Et bonne nuit. »« Je suis désolée, dis-je, peut-être un peu trop impulsivement. »« Désolée ?» Il me regarda avec surprise. « Oui, désolée pour tout le monde ici. Cette mort tragique est si affreuse, surtout en ce qui vous concerne. »« Pour moi ? Comment cela ?
Vous êtes un si vieil ami tout pour tout nous. Hmm. Vous êtes un si vieil ami pour tous deux. Je suis un vieil ami de Lenner, mais Mrs. Lenner et moi n'étions point particulièrement liés d'amitié. Le ton de ses paroles laissait entendre qu'il n'éprouvait envers elle aucune sympathie. Ah, si seulement Miss Reilly aurait pu l'entendre. Alors, bonne nuit, répétai-je, et je courus à ma chambre. Avant de me déshabiller, je vaquai à diverses occupations. Je lavais quelques mouchoirs, une paire de gants, et écrivais mon journal. Au moment où je me décidais à me coucher, je jetai par la porte un coup d'œil dans la cour. Les lumières continuaient à brûler dans l'atelier des architectes et le pavillon sud. Le professeur Lenner devait encore travailler dans son bureau. J'hésitais à lui souhaiter une bonne nuit, car je ne tenais point à paraître obséquieuse. Peut-être m'en voudrait-il de le déranger. Une sorte de scrupule s'empara de moi. Après tout, quel mal y avait-il à m'inquiéter de sa santé et à lui offrir mes services pour le cas où il en aurait besoin? Je ne ferais qu'entrer et sortir. Le professeur Lenner n'était pas là. Le bureau était éclairé et j'y trouvais seulement Miss Johnson, la tête penchée sur la table et pleurant à chaudes larmes. Ce spectacle me bouleversa. Miss Johnson était une personne si calme et si maîtresse d'elle-même que je ressentis pour elle une profonde pitié. « Que se passe-t-il donc, mademoiselle ?» lui demandai-je en lui posant la main sur l'épaule. « Allons, allons, je ne veux pas de ça. Il ne faut pas rester ici toute seule en train de pleurer. » Elle ne me répondit point, mais sanglota de plus belle. « Ne pleurez plus, suppliai-je. Reprenez courage. Je vais vous préparer une bonne tasse de thé chaud. » Levant enfin la tête, elle me répondit. « Inutile, je vous remercie. Tout va bien à présent. Je m'en conduis comme une sotte. Qu'est-ce qui vous tourmente ainsi ?» Après un moment d'hésitation, elle me dit. « C'est trop affreux. » « Pensez à autre chose, » lui conseillai-je. « Il faut se résigner devant l'irréparable. »« Pensez à autre chose, » lui conseillai-je. « Il faut se résigner devant l'irréparable. À quoi bon vous mettre dans un état pareil ?» Elle se redressa et arrangea sa chevelure. « Je sais que je me rends ridicule à vos yeux, » prononça-t-elle de sa voix grave. Jugeant préférable de m'occuper inutilement, je mettais un peu d'ordre dans ce bureau lorsque, soudain, j'ai été prise d'une crise de larmes. « Oui, oui, je comprends. Allez vous coucher maintenant et je vous apporterai au lit une bonne tasse de thé et une bouteille d'eau chaude. » Elle dut s'excuser car je repoussais toute protestation. « Merci, mademoiselle, » me dit-elle lorsqu'elle, bien installée dans son lit et les pieds au chaud, elle buvait son thé. « Vous êtes la bonté même. Il est assez rare que je me laisse abattre ainsi. »« Oh, cela arrive à n'importe qui en pareille circonstance. Vous avez éprouvé tant d'émotions et de fatigue. Ajoutez à cela la visite de la police. Je vous assure que moi-même je ne me sens pas dans mon état normal. » Lentement, et d'une voix étrange, elle reprit. « Ce que vous disiez tout à l'heure me paraît très judicieux. Nous ne pouvons rien devant l'irréparable. » Elle se tut pendant quelques secondes et reprit d'un ton qui me rendit perplexe. « Cette femme n'était pas bonne. » Je m'abstins de discuter ce point avec elle. L'antipathie qui régnait entre les deux femmes ne m'avait jamais surprise. Miss Johnson se réjouissait peut-être, en son fort intérieur, du décès de Mrs. Lenner et, se rendant compte de la bassesse de ce sentiment,
eut honte d'elle-même. Maintenant, faites-moi le plaisir de dormir et de ne plus songer à vos soucis. Je ramassai différents objets et mis un peu d'ordre dans la chambre, posai ses bas sur le dossier de la chaise et pendis ses vêtements à un porte-manteau. Sur le parquet, j'aperçus une petite boule de papier froissé qui avait dû tomber de sa poche. J'étais en train de la déplier afin de voir s'il convenait de la jeter au panier lorsqu'elle me fit sursauter. « Donnez-moi ça !» Je lui obéis et demeurai interloqué par son ton péremptoire. Elle m'arracha le papier des mains et le présenta à la flamme de la bougie pour le brûler. Désemparé, je la regardais faire. Son geste avait été si brutal que je n'avais pas eu le temps de lire le contenu de cette note. Mais, sous l'effet de la flamme, la feuille se tordit de mon côté et j'eus le temps de voir quelques mots écrits à l'encre. Une fois au lit, je compris pourquoi cette écriture m'avait paru familière. Elle ressemblait étonnamment à celle des lettres anonymes. Miss Johnson était-elle l'auteur de cette infamie ? Chapitre 20. Miss Johnson, Mrs. Mercado, Mr. Ritter. Cette idée, je l'avoue, produisit sur moi une forte commotion. Jamais je n'aurais, de moi-même, soupçonné Miss Johnson d'avoir écrit ces lettres. Passe encore, Mrs. Mercado. Mais Miss Johnson, cette demoiselle si distinguée, si raisonnable et si maîtresse d'elle-même. Mais je me souviens de l'entretien qui avait eu lieu, le soir même, en ma présence, entre le docteur Reilly et M. Poirot, et de nouveaux horizons s'ouvrirent devant moi. Si Miss Johnson était vraiment l'auteur de ces lettres, bien des choses s'expliquaient. Loin de moi la pensée d'accuser Miss Johnson d'assassinat, mais la haine pouvait l'avoir poussée à effrayer Mrs. Lenner afin que celle-ci quittât l'expédition et renonçât une fois pour toutes à suivre son mari en Orient. Or, Mrs. Lenner avait été tuée et Miss Johnson en ressentait un cuisant remords. Elle regrettait son inutile cruauté et se rendait compte maintenant que ces lettres anonymes servaient de paravent au meurtrier. Rien de surprenant qu'elle se fût effondrée sous le poids de son chagrin. Au fond, Miss Johnson n'était pas dépourvue de sensibilité. Voilà pourquoi elle avait accueilli avec tant d'empressement mes paroles de consolation. Devant l'inévitable, il faut se résigner. Je me rappelai ensuite sa mystérieuse remarque qui, à ses yeux, devait justifier sa conduite. Cette femme n'est pas bonne. À présent, quelle décision prendre ? Pendant un long moment, je me tournais et me retournais dans mon lit et, de guerre lasse, je résolus de me confier à M. Poirot à la prochaine occasion. Il revint le lendemain, mais il me fut absolument impossible de lui glisser un mot en particulier. Le seul instant où nous fûmes tête à tête, alors que je cherchais comment aborder le sujet, le détective me souffla dans l'oreille. « Je parlerai à Miss Johnson, dans la salle commune. Avez-vous toujours en votre possession la clé de Mrs. Lenner ?»« Oui, répondis-je. »« Très bien. Vous vous rendrez dans sa chambre. Vous aurez soin de fermer la porte derrière vous et de pousser un cri. Pas un hurlement, bien sûr. Un simple cri d'alarme, de surprise, et non point de terreur panique. Si l'on vous entend, donnez une excuse quelconque. Par exemple, que vous avez fait un faux pas. » À cette seconde précise, Miss Johnson apparut dans la cour et je n'eus pas le temps de raconter mon histoire à Poirot. Je devinais parfaitement ce qu'il avait derrière la tête. Dès qu'il eut entraîné Miss Johnson dans la salle commune, je me rendis à la chambre de Mrs. Lenner et m'y enfermai. Je me trouvais un peu ridicule, seul dans cette pièce et poussant un cri qu'aucune douleur physique ne justifiait. En outre, il m'était difficile de déterminer l'intensité à donner à ce cri.
Je lançai donc un Oh assez fort, puis un second, d'un ton plus élevé, et un troisième, plus bas. Alors, je sortis, prête à expliquer à quiconque me poserait une question que j'avais trébuché et failli me faire une entorse. Fort heureusement, je n'eus point d'explication à fournir. Poirot et Miss Johnson étaient engagés dans une conversation très animée que rien, de toute évidence, n'était venu interrompre. Enfin, pensai-je à part moi, la question est tranchée. Ou bien Miss Johnson s'était imaginé entendre ce cri, ou alors il s'agissait de toute autre chose. Hésitant à les déranger, je m'assis sous la véranda, sur une chaise longue. Leur voix me parvenait distincte. La situation est délicate, disait Poirot. Le professeur Lenner aimait sa femme. Il l'adorait, précisa Miss Johnson. Il ne cesse de me répéter à quel point tous les membres de son expédition lui étaient dévoués. Quant à eux, que peuvent-ils dire sinon abonder dans son sens? Par pure courtoisie. La simple décence l'exige. Peut-être est-ce la vérité, ou bien le contraire. Pour ma part, je demeure convaincu que la clé de l'énigme réside dans la compréhension absolue du caractère de Mrs. Lenner. S'il m'était possible de recueillir l'opinion sincère, s'entend, de chaque membre de l'expédition, je pourrais me former un jugement sur la défunte. En réalité, voilà qui explique ma présence parmi vous aujourd'hui. Je savais que le professeur Lenner se rendrait à Hasagné. Cela me permet de m'entretenir avec chacun de vous en particulier et de vous demander votre concours. Votre idée me semble excellente en tout point, déclara Miss Johnson. N'allez surtout pas, en bon anglais, m'opposer des clichés tout faits. Ici, nous ne jouons pas au cricket ni au football. Ne venez pas me raconter qu'on ne doit jamais dire du mal des morts. Enfin, que la loyauté exige ceci ou cela. Sachez que, dans une affaire criminelle, la fidélité à la mémoire de la victime corrompt et obscurcit la vérité. Rien ne m'oblige à défendre la mémoire de Mrs. Lenner. Quant à son mari, il en va différemment. Après tout, c'était sa femme. Précisément. Je comprends vos scrupules à parler mal de la femme de votre chef. Il n'est nullement question ici d'un certificat de bonne conduite, mais d'un mystérieux assassinat. Chercher à me faire croire qu'un ange de vertu a été tué ne peut en rien faciliter mon enquête. Moi, je ne l'appellerai certainement pas un ange, déclara Miss Johnson sur un ton amer. Dites-moi franchement votre opinion sur Mrs. Lenner en tant que femme. Tout d'abord, monsieur Poirot, laissez-moi vous prévenir que j'ai du parti pris. Je suis, nous l'étions tous d'ailleurs, très dévoué au professeur Lenner. Nous prîmes tous ombrage de la venue de Mrs. Lenner. Nous ne lui en voulions d'accaparer son temps et son attention. L'affection qu'il lui portait nous irritait. Je suis franche, monsieur Poirot, et il me coûte de vous parler ainsi. Sa présence me contrariait, mais je m'abstins toujours de le montrer. Cette femme était venue jeter le trouble dans notre existence. Nôtre? Vous dites nôtre? Oui, je veux parler de Mr. Carey et de moi-même. Nous sommes les plus anciens, vous comprenez? Le nouvel ordre de choses nous offusqua. Sentiment assez naturel, mais peut-être un peu mesquin de notre part. Ce fut un tel changement pour nous. Quel genre de changement? Oh, en toute chose. Jusque-là, nous vivions si heureux. Nous nous amusions beaucoup. Nous prenions plaisir à nous faire des niches, comme de bons camarades travaillant en commun. Le professeur Lenner lui-même était gai comme un écolier. L'arrivée de Mrs. Lenner vint jeter la perturbation dans votre petit groupe?
Oh, je ne la rends pas entièrement responsable. Cependant, l'année dernière, cela marchait tout de même mieux. Surtout, n'allez pas croire que nous eussions des griefs précis contre elle. Elle s'est toujours montrée charmante envers moi, tout à fait charmante. Voilà pourquoi j'éprouve parfois un remords. Ce n'est pas de sa faute si ses moindres paroles ou ses moindres actes me blessaient. En réalité, on ne pouvait être plus aimable qu'elle. Néanmoins, sa présence cette année apporta un changement complet, une ambiance toute différente. Oh, entièrement. À la vérité, je ne saurais à quoi l'attribuer. Tout alla de mal en pis, à part le travail. Mais aucun de nous n'était maître de son caractère. Nous avions les nerfs à fleur de peau, comme à l'approche de l'orage. Et vous l'amputiez à l'influence de Mrs. Lenner? Une bonne harmonie régnait entre nous avant son arrivée, constata sèchement Miss Johnson. Vous m'objectez peut-être que, de nature peu sociable, je suis hostile à tout changement. Je vous en prie, ne tenez aucun compte de mon opinion, monsieur Poirot. Voulez-vous avoir l'obligeance de me parler du caractère et du tempérament de Mrs. Lenner? Après quelques hésitations, Miss Johnson répondit d'une voix lente. Évidemment, elle était très lunatique, sujette à des hauts et des bas. Un jour, elle était charmante avec vous, et le lendemain, elle ne vous adressait pas la parole. Au fond, elle était bonne et pleine d'attention pour chacun de nous. Quand même, on voyait qu'elle avait été choyée toute sa vie. La sollicitude dont la comblait le professeur lui semblait tout à fait naturelle. Je doute qu'elle ait jamais apprécié son mari à sa juste valeur. Un savant si remarquable. J'en souffrais parfois. Nerveuse et susceptible au possible. Elle se forgeait des tas d'idées et se mettait dans des états épouvantables. Je fus soulagée lorsque le professeur Lenner fit venir Miss Léa Theran. Il ne pouvait à la fois s'occuper sérieusement de son travail et calmer les craintes de sa femme. Personnellement, que pensez-vous des lettres anonymes qu'elle recevait? Il me fut impossible de résister à ma curiosité. Je me penchai en avant jusqu'à ce que je visse le profil de Miss Johnson tourné vers Poirot. L'air parfaitement calme et maîtresse d'elle-même, elle répondit à ses questions. Quelqu'un en Amérique devait lui en vouloir et s'efforçait de l'effrayer et de la tourmenter. Rien de plus. Telle est du moins mon opinion. Cette belle femme avait peut-être des ennemis et ses lettres devaient provenir d'une rivale. Avec son caractère impressionnable, Mrs. Lenner prit ses menaces au sérieux. Sans aucun doute, dit Poirot. Mais souvenez-vous, la dernière n'est pas arrivée par la poste. Pour peu qu'on voulût s'en donner la peine, c'était un jeu d'enfant de procéder ainsi. Une femme menée par la jalousie ne recule devant aucun obstacle. Vérité indiscutable, pensai-je en moi-même. Vous avez peut-être raison, mademoiselle. Comme vous le dites, Mrs. Lenner était une jolie femme. À propos, connaissez-vous Miss Reilly, la fille du médecin? Sheila Reilly? Certes, oui. Poirot affecta un ton confidentiel. On eût dit une vieille commère. J'ai entendu dire, naturellement, je m'en garderai d'en parler au docteur, qu'il existait une amourette entre elle et un des membres de l'expédition du professeur Lenner. Savez-vous si c'est vrai? Miss Johnson parut amusée. Oh, le jeune Coleman et David et Mott l'ont plusieurs fois sollicité pour danser avec eux. Tous deux se disputaient cet honneur dans les bals d'Azanier où ils se rendaient habituellement le samedi soir. Je ne crois pas que Sheila y attachât quelque importance.
Seule jeune fille blanche de l'endroit, elle avait aussi comme danseurs les jeunes officiers du camp d'aviation. Ainsi donc, ces commérages n'ont rien de fondé. Je ne saurais l'affirmer, dit Miss Johnson d'un air pensif. Il est vrai qu'elle s'aventurait souvent du côté des fouilles. L'autre jour, Mrs. Lenner taquinait à ce propos David Wilmot et disait que le jeune Sheila courait après lui. Plaisanterie de mauvais goût, à mon sens, et qui n'eut pas l'heure de plaire au jeune homme. Oui, Sheila venait souvent ici. En ce fatal après-midi, je l'ai vue arriver à cheval dans la direction du chantier. D'un mouvement de tête, elle désigna la fenêtre ouverte, mais ni David Emott ni Coleman n'y travaillaient ce jour-là. Richard Carey surveillait les fouilles. Peut-être attiré par un de ces jeunes gens, mais c'est une gamine, si moderne et si peu sentimentale qu'il est impossible de la prendre au sérieux. En tout cas, je ne pourrais vous dire lequel des deux lui plaît davantage. Billy est un excellent garçon, pas si bête qu'il en a l'air. Quant à David Emott, c'est la crème des hommes, brave et honnête. Elle regarda curieusement Poirot et continua. Quel rapport cette histoire a-t-elle avec le crime, monsieur Poirot ? Monsieur Poirot lança ses mains en l'air d'une manière toute française. Vous me faites rougir, mademoiselle. Vous allez me faire passer pour un vulgaire bavard. Mais que voulez-vous ? Je m'intéresse toujours aux affaires sentimentales des jeunes gens. Miss Johnson poussa un léger soupir. Tout cela est très joli, lorsque rien ne vient troubler leur amour. Poirot répondit par un soupir. Je me demandais si Miss Johnson évoquait en ses souvenirs un amour contrarié au cours de sa jeunesse. J'aurais voulu savoir si monsieur Poirot était marié et si, comme on le prétend au sujet des étrangers, il avait des maîtresses. Cet homme me paraissait si comique que je ne pouvais imaginer pareille chose. Sheila Reilly ne manque pas de caractère, observa Miss Johnson. Elle est jeune et mal élevée, mais, au fond, c'est une honnête fille. Je vous crois sur parole, mademoiselle. Poirot se leva et ajouta. Y a-t-il, dans la maison, d'autres membres du personnel ? Marie Mercado doit s'y trouver. Tous les hommes sont allés au chantier. On eût dit que tous désiraient s'éloigner. Je ne leur en fais point reproche. Si vous voulez que je vous accompagne aux fouilles... Elle entra dans la véranda et me dit. Miss Letteran, ce fera peut-être un plaisir de vous y conduire. Oh, certainement, mademoiselle Johnson, lui répondis-je. Et vous reviendrez déjeuner avec nous, n'est-ce pas, monsieur Poirot ? Enchantée, mademoiselle. Miss Johnson regagna la salle commune où elle se livrait à un travail de classement. Mrs. Mercado est sur la terrasse, dis-je à monsieur Poirot. Désirez-vous lui parler avant de sortir ? Pourquoi pas ? Montons, si vous voulez bien. Comme nous grimpions l'escalier, je confiai à mon compagnon. Je vous ai obéi en tout point. Avez-vous entendu quelque chose ? Pas un son. Voilà qui soulagera la conscience de cette pauvre Miss Johnson, dis-je. Elle craignait de n'avoir pas fait le nécessaire lorsqu'elle a entendu un cri. Assise sur la balustrade, Mrs. Mercado, la tête penchée en avant, était si profondément plongée dans ses pensées qu'elle nous n'entendit pas venir. Lorsque Poirot s'arrêta devant elle, elle lui souhaita le bonjour. Elle leva la tête et sursauta. Je lui trouvai mauvaise mine, les traits tirés et de grands cernes sombres autour des yeux. « Encore moi, dit Poirot. Je viens aujourd'hui vous voir pour une raison toute spéciale. Il
Il lui tint à peu près le même langage qu'à Miss Johnson, lui démontrant qu'il était nécessaire de lui fournir de Mrs. Lennard un portrait aussi fidèle que possible. Cependant, Mrs. Mercado n'était pas aussi franche que Miss Johnson. Elle se répandit en chaleureuses éloges qui, j'en suis sûre, étaient loin de refléter le fond de sa pensée. Cette chère Louise, il est bien malaisé de dépeindre son caractère à celui qui ne l'a pas connu. C'était un être si énigmatique, elle ne ressemblait à personne. Elle a dû vous produire cette impression, n'est-ce pas, mademoiselle? Esclave de ses nerfs, de ses caprices, elle était sujette à des moments d'humeur, mais on lui pardonnait tout. Elle était si aimable envers tout le monde et si modeste avec cela. Ignorant tout de l'archéologie, elle ne cherchait qu'à apprendre. Constamment, elle se renseignait auprès de mon mari sur les procédés chimiques pour le traitement des objets en métal et prêtant la main à Miss Johnson pour le recollage des poteries. Oh, tous nous ressentions envers elle une vive affection. Alors, ce qu'on m'a dit n'est pas vrai, madame. On a prétendu, en effet, qu'il planait sur cette maison une atmosphère de gêne et de suspicion. Mrs. Mercado écarquilla ses yeux noirs et opaques. « Oh, qui donc a pu tenir devant vous de pareils propos? Miss Letteran? Le professeur Lenner? Ce pauvre homme, j'en suis certaine, ne s'est jamais rendu compte de rien. » Elle me décocha un coup d'œil hostile. Un sourire béat éclaira le visage de M. Poirot. « J'ai mes espions, madame, » déclara-t-il d'un ton enjoué. L'espace d'un éclair, je vis les paupières de Mrs. Mercado trembler, puis clignoter. « Ne pensez-vous pas, » demanda Mrs. Mercado avec une grande douceur dans la voix, « qu'après un événement de ce genre, chacun prétende connaître un tas de choses n'ayant jamais existé? On parle d'atmosphère tendue, de pressentiments. Les gens inventent cela après coup. » Ces paroles, madame, renferment une bonne part de vérité. En réalité, tout ce qu'on vous a raconté est faux. Nous vivions tous ici en famille, très heureux. Cette femme ment avec une audace inouïe, m'exclamai-je, indigné, lorsque M. Poirot et moi, ayant quitté la maison, suivions le sentier qui conduisait à l'excavation. Je suis persuadée qu'elle haïssait Mrs. Lennard de toute son âme. Ce n'est pas à elle qu'il faut s'adresser pour connaître la vérité, acquiesça Poirot. On perd son temps à l'interroger, appuyai-je. Pas tout à fait, pas tout à fait. Si les lèvres d'une personne mentent, souvent, ses yeux proclament la vérité. De quoi a-t-elle peur, cette petite Mrs. Mercado? J'ai discerné de la frayeur dans ses prunelles. Décidément, elle redoute quelque chose. Elle m'intéresse beaucoup. J'ai une confidence à vous faire, monsieur Poirot. Je lui racontai les incidents de mon retour la veille au soir et lui dis que je soupçonnais fort Miss Johnson d'être l'auteur des lettres anonymes. « Encore une fieffée menteuse, celle-là !» m'exclamai-je. « Avec quel sang-froid elle vous a répondu ce matin au sujet de ces lettres ?» « Oui, » dit Poirot. Sa déclaration est également fort intéressante. À son insu, elle m'a laissé entendre qu'elle avait parfaitement au courant de ces lettres anonymes. Or, jusqu'ici, personne n'en a parlé devant le personnel. Il est possible, évidemment, que le professeur Lenner lui en avait touché un mot hier. Lui et elle sont de vieux amis. Sinon, le fait est plutôt curieux, n'est-ce pas? Poirot monta de 100 coudées dans mon estime. Avec quelle ruse il avait amené cette femme à lui parler des lettres. « Allez-vous la questionner là-dessus » demandai-je. Monsieur Poirot fut scandalisé de ma suggestion. « Non, non, il est toujours imprudent d'étaler son savoir. Jusqu'à la dernière minute, je garde tout ici. » Il se frappa le front. « Au moment propice, je bondis comme la panthère et,
Mon Dieu, je sème la consternation autour de moi. Je ne pus réprimer un sourire en imaginant Monsieur Poirot dans le rôle de la panthère. À cet instant, nous arrivions au chantier. La première personne que nous vîmes fut Mr. Rater, occupé à photographier des murailles en ruine. Selon moi, les hommes qui creusaient taillaient des murs à l'endroit où ils désiraient en voir. En tout cas, cela en avait bien l'air. Mr. Carey m'expliqua que sous la pioche, on sentait tout de suite la différence. Il essaya de me le prouver, mais en pure perte. Lorsque le terrassier annonçait l'hymne, mur de terre, moi, je ne voyais que de la poussière et de la terre ordinaire. Mr. Rater, cliché pris, remit son appareil et les châssis à son boy en lui recommandant de les apporter à la maison. Poirot lui posa quelques questions techniques sur la photographie, auxquelles il répondit avec empressement, heureux qu'on s'intéressât à son travail. Au moment où il s'excusait de devoir nous quitter, Poirot aborda le sujet qui lui tenait à cœur. En réalité, ces questions n'étaient point étudiées à l'avance. Elles variaient suivant le caractère de l'individu à qui elles étaient posées. Je ne m'astreignais point à les transcrire entièrement chaque fois. Avec des personnes sensées et raisonnables comme Miss Johnson, il allait droit au but. Avec certaines autres, il jugeait préférable de tourner autour du pot, mais, en définitive, il arrivait toujours à ses fins. « Oui, oui, je vois ce que vous me demandez, » dit Mr. Rater. « Mais, en réalité, je ne sais en quoi je puis vous être utile. C'est ma première saison ici, et j'ai à peine adressé la parole à Mrs. Lenner. Excusez-moi, mais je ne puis vous fournir d'autres renseignements. » Je discernais une certaine raideur dans son élocution. Pourtant, on ne lui trouvait pas d'accent étranger, sauf l'accent américain, cela va de soi. « Vous pourriez du moins me dire si vous l'aimiez ou la détestiez, » dit Monsieur Poirot avec un sourire. Mr. Ritter rougit et balbutia. C'était une personne charmante et très intelligente. Elle avait beaucoup d'esprit. Bien. Vous l'aimiez. Vous aimait-elle? Les joues de Mr. Rater s'empourprèrent davantage. Oh, je ne crois pas qu'elle s'inquiétait beaucoup de ma personne. Une ou deux fois, je voulus lui rendre service et ne réussis pas. Ma maladresse semblait l'exaspérer. J'étais pourtant animé des meilleures intentions. J'aurais fait n'importe quoi. Poirot prit en pitié l'embarras de cet homme. Parfaitement, parfaitement. Passons à un autre sujet. L'ambiance de la maison était-elle agréable? Plaît-il? Voyons, étiez-vous tous heureux? Aimiez-vous à rire et à bavarder? Non, non, ce n'est pas tout à fait cela. Il régnait une certaine tension. Il fit une pause, sembla lutter avec soi-même et continua. De nature timide et gauche, je ne brille guère en société. Le professeur Lenner m'a toujours témoigné une grande bonté. Mais c'est stupide. Je n'arrive pas à surmonter ma timidité. Je dis les choses qu'il ne faut pas. Je renverse les pots à eau. En somme, je n'ai pas de chance. Il avait, en effet, l'air d'un grand garçon empoté. C'est le lot de tous les jeunes gens, dit Poirot en souriant. Le sens de la mesure et le savoir-faire, tout cela vous vient plus tard. Avec un mot d'adieu, nous poursuivîmes notre chemin. Poirot me dit « Celui-là, ma sœur, est un jeune homme simpliste ou un comédien consommé. » Je ne répondis point, absorbé de nouveau par la troublante idée que dans notre entourage existait un assassin dangereux et maître absolu de ses nerfs. Par cette éclatante matinée pleine de soleil, un tel monstre me paraissait irréel. Chapitre 21. Mr. Mercado
Richard Carey. Il travaille, à ce que je vois, à 2 chantiers différents, dit Poirot en s'arrêtant. Mr. Ritter avait pris ses clichés avec une extrémité de l'excavation principale. À quelque distance de nous, un second groupe d'hommes allait et venait, portant des paniers. Voilà ce qu'on appelle la grande tranchée, expliquai-je. On n'y extrait pas grand-chose, sauf des fragments de poterie bons à jeter aux ordures, mais le professeur Ledner affirme qu'il offre un énorme intérêt. Il a sans doute raison. Eh bien, allons-y. Nous cheminions lentement, car les rayons du soleil étaient brûlants. Mr. Mercado dirigeait les travaux. Nous le vîmes, au-dessus de nous, en conversation avec le contremaître, un vieillard dont l'épiderme était fripé comme la peau d'une tortue et qui portait un manteau de drap sur la longue tunique de coton rayé. Le chemin était peu commode pour aller les rejoindre. Dans le sentier étroit où les marches étaient aménagées, les porteurs, aveugles comme des chauves-souris, montaient et descendaient constamment, sans même avoir l'idée de se ranger pour vous livrer passage. Comme je suivais Poirot, il demanda soudain par-dessus son épaule: « Mister Mercado est-il droitier ou gaucher ?» Quelle drôle de question. Après un instant de réflexion, je répondis: « Il est droitier. » Poirot ne condescendit point à me fournir des explications. Il continua sa route. Mister Mercado parut enchanté de nous voir. Sa longue figure mélancolique s'éclaira d'un sourire. Monsieur Poirot feignit de s'intéresser à l'archéologie. Je suis persuadé qu'il s'en moquait royalement. Mais Mister Mercado se mit en 4 pour le renseigner. Il lui annonça qu'il avait creusé 12 couches de fondation. Nous arrivons à présent au 4e millénaire, ajouta-t-il avec enthousiasme. Tiens, je me figurais qu'un millénaire n'existait que dans l'avenir, époque où tout finit, dit-on, par s'arranger. Mister Mercado désigna les couches de cendres. Comme sa main tremblait, était-il atteint de la malaria? Il lui apprit comment les poteries et les sépultures changeaient de style suivant les siècles, lui expliqua qu'il avait découvert, dans une certaine couche, toute une série de sépultures d'enfants. Pauvres petits anges, et lui parla de la position et de l'orientation des ossements. Soudain, au moment où il se baissait pour ramasser une espèce de couteau en silex glissant dans un coin en compagnie de poteries, il bondit en poussant un hurlement. Il se retourna et vit Poirot et moi qui le regardions, l'air étonné. De sa main, il frappa le bras gauche. Quelque chose m'a piqué, comme une aiguille chauffée à blanc. Poirot parut galvanisé d'énergie. Vite, cher monsieur, montrez-nous cela. Mademoiselle Letterane. Je m'avançai. Il saisit d'un geste adroit le bras de Mister Mercado et releva la manche de la chemise kaki jusqu'à l'épaule. Là, dit Mister Mercado en désignant la piqûre. À 3 pouces environ au-dessous de l'épaule, une goutte de sang perlait. Curieux, s'exclama Poirot. Il examina soigneusement la manche relevée. Je ne vois rien. C'est sans doute une fourmi. On ferait bien d'y mettre un peu d'iode, observai-je. Je portais toujours sur moi un crayon d'iode. Je le tirai vivement de son étui et l'appliquai sur la piqûre. Mais mon attention fut distraite par un détail inattendu. L'avant-bras de Mister Mercado, sur toute sa longueur, était marqué de petits points. Je reconnus là les traces de l'aiguille hypodermique. Mister Mercado rabaissa sa manche et reprit ses applications. Monsieur Poirot prêta une oreille attentive, mais il n'essaya point d'amener la conversation sur le couple Ledner.
De fait, il ne posa aucune question à Mister Mercado. Bientôt, nous prîmes congé de Mister Mercado et remontâmes le sentier. « Pas mal joué, hein ?» me demanda mon compagnon. Du revers de son veston, Monsieur Poirot retira un objet et le contempla amoureusement. À ma stupéfaction, je vis une longue aiguille à repriser, munie à l'extrémité d'une goutte de cire à cacheter lui donnant la forme d'une aiguille. « Monsieur Poirot !» m'écriai-je. « C'est vous qui avez fait cela ?»« C'est moi, l'insecte piqueur. Et je me suis adroitement pris. Qu'en dites-vous ? Vous ne m'avez même pas vu. » C'était pourtant vrai. Je ne l'avais pas vu, pas plus d'ailleurs que Mister Mercado ne l'avait soupçonné. Son geste avait dû être rapide comme l'éclair. « Mais, Monsieur Poirot, pourquoi ?» Il ne répondit pas à une autre question. « N'avez-vous rien remarqué, ma sœur ?»« Si, des marques de piqûres hypodermiques. Nous savons donc quelque chose sur le compte de Mister Mercado. Je le soupçonnais, mais sans savoir. Or, il est toujours utile de savoir. Et tous les moyens d'investigation vous sont bons, pensai-je, à part moi, mais je crus préférable de me taire. Poirot se frappa la cuisse à l'endroit de sa poche. « Ah, zut! J'ai laissé tomber mon mouchoir là-bas. Je cours le chercher, dis-je en rebrouchant chemin. Le naturel revenu chez moi au galop, je considérais Poirot comme le médecin et moi comme l'infirmière chargée de la guérison d'un cas grave. De fait, il s'agissait même d'une opération et Poirot était le chirurgien. Je ne devrais peut-être pas l'avouer, mais, au fond, tout cela commençait à m'amuser. Je me souviens que, tout de suite après mon stage, je fus envoyé dans une villa pour soigner une malade. Une opération immédiate s'imposant. Et le mari ne voulant pas entendre parler de maison de santé, la patiente fut opérée chez elle. Pour moi, c'était une aubaine. Personne pour me surveiller. Je m'occupais de tout et ne savais où donner de la tête. Je songeais à tout ce dont le chirurgien aurait besoin, mais je craignais constamment d'avoir oublié un détail. On ne savait jamais à quoi s'en tenir avec ces gens-là. Au dernier moment, il leur manque toujours quelque chose. Cependant, tout marcha. Comme sur des roulettes. Je le servis à souhait et, l'opération terminée, il me prodigua des éloges. Fait assez rare chez un chirurgien. D'autre part, le médecin traitant était un homme extrêmement gentil et je dirigeais seul la maison à la satisfaction de tous. La malade récupéra sa santé et le bonheur régna de nouveau dans la villa. Actuellement, je me trouvais dans le même état d'esprit. Monsieur Poirot me rappelait un peu ce chirurgien. Celui-là était également petit et laid, avec une figure de singe, mais quel homme prodigieux! D'instinct, il savait où trancher. Je connais pas mal de chirurgiens et sais apprécier leur métier. Peu à peu, Monsieur Poirot avait su m'inspirer confiance. Lui aussi savait exactement ce qu'il convenait de faire et je sentais qu'il était de mon devoir de l'aider. En d'autres termes, de lui passer les pinces et les pansements au moment voulu. Voilà pourquoi il me semblait tout naturel de courir après son mouchoir, comme j'aurais ramassé une serviette tombée des mains du chirurgien. Quand j'eus retrouvé le carré de Baptiste et le lui apporté, je ne vis pas d'abord Monsieur Poirot. Au bout d'un instant, je l'aperçus assis à quelque distance de là, en conversation avec Mr. Carey. Le boy de ce dernier se tenait à proximité avec, en main, un mètre pliant en bois. À ce moment, Mr. Carey lui donna un ordre et le garçon s'éloigna, emportant son maître. Comprenez mon hésitation. J'ignorais ce que M. Poirot voulait de moi. Qui sait s'il ne m'avait pas envoyé chercher son mouchoir dans la seule intention de m'écarter de lui pendant quelques minutes ? De nouveau,
J'assistais le chirurgien dans une opération. Il convenait de remettre au praticien l'objet désiré à la seconde précise où il en avait besoin. Dieu merci, je connais suffisamment mon métier à l'amphithéâtre, et là, je ne risque pas de commettre de bévues. Mais ici, je n'étais qu'une novice. Aussi, me fallait-il ouvrir l'œil. Bien entendu, je n'imaginais pas que M. Poirot m'avait envoyé à la chasse aux mouchoirs pour m'empêcher d'entendre sa conversation avec Mr. Carey, mais peut-être pensait-il que celui-ci parlerait plus librement en mon absence. Je ne voudrais pas qu'on me crût capable de rechercher les occasions de surprendre les entretiens privés. Bien que je sois curieuse, je ne songerais jamais à commettre pareille vilenie. Si c'était agi, en l'occurrence, d'une entrevue secrète, je ne me serais pas abaissée à ce que je fis pertinemment ce jour-là. J'étais certaine de ne pas outrepasser mes droits. En effet, une infirmière entend bien des propos échappés au malade sous l'influence de l'anesthésie. Le patient ignore totalement que vous les avez entendus, mais le fait n'en demeure pas moins. À mon point de vue, pour l'instant, Mr. Carey n'était qu'un malade que l'on opère. Il ne s'en trouverait pas plus mal s'il ne se doutait de rien. Vous me taxerez peut-être d'indiscrétion. Je suis la première à l'admettre. Je ne voulais laisser échapper aucun détail important. Tout cela me conduit à vous avouer que je fis demi-tour et pris un chemin de traverse aboutissant à quelques pas d'eux, derrière le remblai, dont la pointe de terre me dissimula parfaitement à leur vue. Si quelqu'un prétend que cette façon d'agir était malhonnête, je me permets de le contredire. On ne doit rien cacher à l'infirmière de service. Bien que, cela va de soi, il appartienne aux médecins et aux chirurgiens de prendre toutes les décisions. Par quelle voie détournée M. Poirot aborda-t-il le sujet qui le passionnait? Mystère. Toujours est-il que, lorsque je pus entendre, il visait en plein dans le mille pour ainsi parler. Personne, plus que moi, ne rend hommage à l'affection dévouée du professeur Lenner envers sa femme, disait-il. Mais il arrive très souvent qu'on en apprend plus sur le compte d'une personne en s'adressant à ses ennemis plutôt qu'à ses amis. Vous attachez donc plus d'importance aux défauts de la victime qu'à ses vertus? Répliqua Mr. Carey d'un ton sarcastique. Oui, s'il est question d'un assassinat. Autant que je le sache, nul n'a été tué parce qu'il était trop vertueux. Bien qu'à mon avis, la perfection soit parfois bien exaspérante. Je crains de ne pouvoir vous renseigner utilement, déclara Mr. Carey. En toute sincérité, Mrs. Lenner et moi n'éprouvions pas une grande sympathie l'un pour l'autre. Non point que nous fusions ennemis, mais en tout cas, nous n'étions point amis. Mrs. Lenner prenait peut-être ombrage de ma longue amitié pour son mari. Malgré toute mon admiration pour sa beauté, je lui voulais un peu de son influence sur Lenner. Résultat, des rapports courtois régnaient entre nous, sans plus. Quelle lumineuse explication! S'écria Poirot. Ne voyant que leur tête, je me remarquai que Mr. Carey tournait brusquement la sienne vers Poirot, comme si les paroles de celui-ci l'avaient choqué. Monsieur Poirot poursuivit. Cette fois d'heure entre vous et sa femme n'affectait-elle pas votre amitié? Carey hésita un long moment avant de répondre. Je ne puis rien certifier. Lui-même n'y faisait jamais allusion, et je ne crois même pas qu'il eût le temps de s'en apercevoir, tant qu'il se passionnait pour ses fouilles. Ce qui revient à dire que vous n'aimiez pas Mrs. Lenner. Carey haussa les épaules. Peut-être lui ai-je témoigné plus de cordialité si elle n'avait pas été la femme de Lenner. Il éclata de rire, amusé par sa propre répartie.
Poirot lui dit, d'un ton lointain et rêveur: J'ai interrogé Miss Johnson ce matin. Elle a reconnu avoir eu quelques préventions contre Mrs. Lenner et ne m'a pas porté en odeur de sainteté. Mais elle s'est empressée d'ajouter que Mrs. Lenner s'était toujours montrée aimable envers elle. Tout cela est bien exact, reconnut Carré. Je l'ai cru sur parole. Ensuite, j'ai eu une conversation avec Mrs. Mercado. Celle-ci ne tarit pas sur sa profonde affection et son admiration sans borne pour la défunte. Carré ne répondit pas. Après un silence, Poirot continua. Je ne la crus pas. Alors, je viens vous trouver. Vous me parlez. Eh bien, je ne vous crois pas davantage. Carré se redressa. J'entendais la colère sourde qui grondait dans sa voix. Croyez-moi ou ne me croyez pas, monsieur Poirot, je vous ai dit la vérité. Acceptez-la ou rejetez-la, peu m'importe. Poirot garda tout son sang-froid et prit un air doux et découragé. Est-ce ma faute si je crois ou ne crois pas? J'ai l'oreille si délicate, savez-vous? Et des bruits courent, des rumeurs flottent dans l'air. On écoute, on se figure apprendre des nouvelles intéressantes. Oui, on raconte bien des histoires. Carré bondit. Je vis nettement le sang battre ses tempes. Quel superbe profil! Si émacié et si bronzé avec cette mâchoire carrée et volontaire. Rien d'étonnant qu'il conquît le cœur des femmes. Quelles histoires! Lança-t-il d'un ton furieux. Poirot le regarda de travers. Allons, vous savez bien, les ragots habituels au sujet de vous et de Mrs. Lenner. Que les gens ont l'âme noire. N'est-ce pas? Tout comme les chiens qui déterrent toutes sortes d'immondices pour s'en repaître. Et vous prenez au sérieux tous ces racontards? Je me demande qu'à me laisser convaincre de la vérité, répondit Poirot d'un ton grave. Savoir si vous discernez la vérité lorsqu'on vous la dira, ricana insolemment Carré. Mettez-moi à l'épreuve, rétorqua Poirot en l'observant de près. Entendu, je vais vous servir à souhait. Eh bien, je haïssais Louise Lenner. Voilà une vérité pour vous. Je la haïssais de toute la force de mon être.